Nous sommes en 1972 quand cette Gibson SG standard sort des usines de Gibson. 72, une année sur laquelle nous allons nous arrêter aujourd'hui, découvrir les groupes forts qui se sont formés, les albums parus. C'est parti pour un petit tour d'horizon. Aux États-Unis, on notera la création de Outlaws, groupe de rock sudiste, également de groupes comme XTC ou Styx, voilà, un peu plus prog, en ce qui concerne le dernier cité. On aura aussi la naissance de Twisted Sister, un groupe phare du heavy metal des années 80, et par la suite bien évidemment avec des albums forts comme Stay Hungry, etc. On a également la naissance d'un groupe un peu plus international avec Leslie West, qui s'associe, donc guitariste de Mountain, qui s'associe avec Jack Bruce, bassiste de Feu Cream, et un batteur canadien qui s'appelle Lang, et donc il crée West, Bruce and Lang, et le premier album sortira la même année, Why Don't You. En Angleterre, on peut noter notamment la naissance de Geordie, avec au chant Brian Johnson, qui connaîtra la gloire internationale 8 ans plus tard, en rejoignant AC/DC et en enregistrant l'un des albums les plus vendus du groupe, et des plus vendus d'ailleurs tout court, Back in Black. En France, on peut noter la naissance de Zao, un groupe composé d'anciens membres de Magma, le pianiste Kain qui s'associe au saxophoniste Seifer, et qui vont produire une musique très proche de ce que Magma pouvait faire, c'est-à-dire du jazz, rock, progressif, très complexe, avec des vocalises, ce côté Zeul, ce qu'on appelait ce langage un peu spécifique de Magma. En France également, en termes d'albums, puisque on commençait à évoquer ça, je reparle de Joël Daïdé. On avait déjà évoqué avec Zo un groupe dont j'avais dit le plus grand bien sur l'album sorti en 69. Là, en 72, il sort son deuxième album solo, qui s'appelle White Soul, et il est accompagné de musiciens anglais, et notamment Giles, le batteur de King Crimson, et Rick Wakeman, le pianiste de Yes. Un très bel album que je vous conseille de découvrir. C'est une possibilité en tous les cas d'y avoir accès aujourd'hui. On va revenir en Angleterre et citer aussi quelques albums qui, moi, m'ont marqué cette année-là, notamment Demons and Wizards de Uriah Heep, Pile Driver de Statu Quo, c'est un album que j'adore, qui est peut-être d'ailleurs mon préféré de cette formation boogie rock. Et on va parler d'un groupe qui me tient à cœur et qui va être l'essentiel de ma petite chronique du jour, un groupe qui se forme donc en 72 et qui sort son premier album cette même année, un groupe qui s'appelle The Sensational Alex Harvey Band. Comme son nom l'indique, il est formé autour de Alex Harvey, charismatique leader, chanteur, compositeur écossais. Voilà. Avant la formation du groupe, il avait déjà eu l'occasion de sortir quelques albums solo. Il avait également fait partie de la troupe
du casting anglais de la comédie musicale Air, avec lequel ils avaient également sorti un album, pas seulement autour du répertoire de la comédie musicale, mais vraiment des créations, des compositions. C'est d'ailleurs sur la base de certaines de ces compositions que l'album, le premier album s'écrira, parce qu'il y aura quelques titres qu'il avait déjà écrits, notamment celui que j'ai joué pour commencer la chronique, qui s'appelle Midnight Moses, et qui est un titre qui continue d'être repris et il y a quelques années, pas si longtemps que ça, par Dead Daisies, ce qui a permis à la jeune génération de découvrir ce titre et peut-être par-delà le groupe. Et donc il s'associe aux membres d'un groupe qui s'appelait Teargas, qui avait également sorti des albums, également écossais, voilà, avec des musiciens donc d'expérience, deux cousins, au clavier Hugh McKenna, à la batterie Ted McKenna, Chris Glenn à la basse et à la guitare, et donc utilisateur de cet instrument, un certain Zal Claminson. Alors, ce guitariste était intéressant à suivre sur scène, parce qu'à partir du moment où le groupe a commencé à jouer dans des grosses salles, il s'est dit que pour que le public continue de le regarder face à un Alex Harvey qui était extrêmement charismatique, ça valait peut-être le coup d'être visible, et il était maquillé comme une sorte de mime Marceau, ce qui collait très bien d'ailleurs au répertoire du groupe, qui était rock blues, mais glam également. Voilà. Premier album, donc Frame, sorti en 72. La voix d'Alex Harvey est assez extraordinaire. Elle a un panel de possibilités importantes, qui va avec ses textes d'ailleurs, qui vont de l'absurde à des choses très profondes. Le titre éponyme, Frame, est un blues, enfin un morceau très lent, et la voix à ce moment-là, le grain, la texture, la tessiture, le côté écorché vif me rappelle grandement Bon Scott. C'est assez impressionnant. Un très bel album, voilà. Comme tous ceux qui vont suivre d'ailleurs. Donc on aura Next, l'album suivant. Next, qui est une reprise, une adaptation d'un titre de Jacques Brel qui s'appelle Au suivant. Et puis nous aurons Impossible Dream, suivra Tomorrow Belongs to Me, le live qui sont sortis par la suite. Et puis on aura Pantheos Tapes, SAHB Stories. Et puis on aura un album assez étonnant, l'avant-dernier du groupe, sous le nom de Sensational Alex Harvey Band Without Alex, puisque le leader ne fera pas partie de ce casting. Il sera occupé à un album solo à ce moment-là. Il rejoindra le groupe pour le dernier album, Rock Drill. Je ne résiste pas d'ailleurs à vous montrer quelques pochettes, pas la totalité, non pas que je les ai pas, mais pas forcément le temps de voir. Donc voilà, le deuxième album, Next. Le quatrième, Tomorrow Belongs to Me. Le live qui suit ces 4 premiers albums, et donc le dernier, Rock Drill. À la suite de ce groupe, on peut noter quand même de fortes collaborations pour chacun des membres du groupe. Ted McKenna va jouer entre 78 et 81 avec Rory Gallagher, sortir 2 albums studio, Photo Finish, Top Priority, et puis le formidable Live Stage Struck. De son côté, à peu près à la même époque, fin des années 70, début 80, Zal Claminson, lui, s'associera à Nazareth, groupe écossais également. Donc ce sera non pas un remplacement, mais un groupe qui s'étoffera d'un deuxième guitariste. Il sortira 2 albums avec eux, No Mean City et Malice in Wonderland. Puis Chris Glenn et Ted McKenna se retrouveront au début des années 80 pour épauler superbe session rythmique Michael Schenker. Et il y aura là aussi quelques albums studio et un album live. Très belle période avec Gary Barden au chant. Et lorsque Michael Schenker va créer son Michael Schenker Fest avec les 3 chanteurs, là très récemment, il va faire appel à cette fameuse rythmique. On retrouvera Chris Glenn et on retrouvera Ted McKenna. Ted McKenna qui continue également à jouer avec Jerry McAvoy, le bassiste qui a fait toute la carrière de Roy Gallagher dans le groupe qui s'appelle Band of Friends. Et c'est sur un de ses concerts que j'ai eu la chance de le rencontrer, de parler un moment avec lui. Et moi, je lui ai dit à quel point ce groupe m'avait marqué.
Et il m'a répondu avec un humour très anglais que je paraissais bien jeune pour avoir connu cette musique-là. Malheureusement, il est décédé début 2019 suite d'une opération et d'une hémorragie qui l'a emporté, alors qu'il avait encore, je pense, beaucoup de choses à apporter et beaucoup de rêves à nous procurer. Voilà. Revenons à la guitare, à cette Gibson SG Standard, donc sortie en 72, sachant que le modèle SG existe déjà depuis 1961. Pour resituer dans le contexte, à cette époque, Les Paul, guitariste, et s'était associé à la marque Gibson pour créer le modèle sorti en 52 de la Les Paul, et il est sous contrat au début des années 60 quand Ted McCarthy, le patron de Gibson, conscient des chiffres en chute de ce modèle, décide d'en mettre d'autres catalogues. Il a déjà bien tenté quelques expériences infructueuses et arrive ce modèle, la SG, qui au départ s'appelle Les Paul SG. Les Paul d'ailleurs déteste ce modèle, déteste ces deux échancrures, ces deux cornes qui semblent ressembler aux cornes de l'enfer. Et il n'est pas du tout favorable à cette commercialisation. Le contrat se terminant en 63, la guitare va s'appeler uniquement SG, SG comme solide guitare. Et ça va être un succès pour la marque, car jusqu'à nos jours, jusqu'à aujourd'hui, c'est un modèle qui a toujours été au catalogue, sous une vingtaine de déclinaisons, dont on va aborder en tous les cas les plus emblématiques, les plus utilisées. Donc là, c'est la déclinaison standard. On retrouve deux micros humbucker, c'est-à-dire des doubles bobinages sous les capots métalliques. Citons comme utilisateur principal Angustium, bien évidemment. Voilà. C'est vraiment un modèle à peu près de cette époque qu'il utilise sur la totalité de la discographie de d'ACDC. Tommy Yomi aussi, qui était assez fan de ce modèle-là, qui a probablement utilisé un modèle custom à 3 micros. Voilà. Robbie Krieger aussi, le guitariste des Doors. Dans les autres déclinaisons vraiment typiques, on a la SG Junior qui n'est équipée que d'un seul micro, mais d'un micro P90. Je vous en avais déjà parlé lors de mon premier épisode. C'est un micro qui est un petit peu plus fin et puis qui est surtout sous un capot plastique. Ben là, on peut citer un représentant national, Louis Bertignac, qui a fait sa carrière, sa carrière avec cette guitare-là. Et si d'un P90 on passe à deux P90, là on a la SG spéciale. Vous trouverez pas mal de photos qui montrent Frank Zappa avec cette guitare. Que vous dire de plus, si ce n'est que au niveau de la conception, elle a toujours été relativement stable. Déjà, c'est une guitare avec un manche collé. Le corps est en acajou, tout comme le manche, avec une touche palissandre. Ça, c'est vraiment la déclinaison de la guitare. Nous sommes donc à ce moment-là en 72. Ça fait 4 ans que la marque a été revendue. Ce n'est plus donc CMI qui détient, mais deux propriétaires dont la contraction donne le mot Norlin. Et on appelle cette époque l'époque Norlin. C'est une époque sur laquelle il y a quelques innovations, comme pour la Les Paul que je vous avais déjà décrite. On a ici ce qu'on appelle la volute, qui est censée renforcer le manche. On se rendra compte finalement que non, et on abandonnera ça. Et le Made in USA qui apparaît. En tout cas, ce sont des éléments qui sont importants pour dater l'instrument, parce qu'il est des fois très difficile avec les 6 numéros qui apparaissent au niveau du manche, de pouvoir dater. On se rend compte que des fois, avec 5 années d'écart, on retrouve les mêmes numérotations. Donc ce principe d'évolution du modèle sur certains points permet d'avoir un peu plus de certitude. Certitude qui peut être renforcée des fois en ouvrant ici cette petite cavité plastique. Dessous, on a les potentiomètres de ces micros et très souvent ils sont datés. Sauf évidemment si l'ancien propriétaire on a changé comment dire, les a changés, soit pour une histoire de son ou pour une histoire d'entretien. Voilà. Eh bien, on va la faire sonner cette guitare en jouant
l'un des titres les plus emblématiques de cette formation sensationnelle, Alex Harvey Band, un titre sorti sur l'album Next en 73 et qui s'appelle Face Healer. Et lui aussi a été relativement repris. Il faut juste noter que si on n'a pas eu l'occasion en France de beaucoup voir ce groupe, il a vraiment marché au Royaume-Uni et aux États-Unis où il a fait quelques scores relativement honorables, comme en Australie, ces pays anglo-saxons. Donc voilà, c'est un groupe en tous les cas que je vous recommande de découvrir.